Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes exercent un pouvoir sur les autres sans dire un mot? Elles ne courent pas après, elles n'expliquent pas, elles disparaissent simplement. Et soudain, tout le monde se précipite pour se rapprocher à nouveau. Ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir du retrait. Et la plupart des gens n'apprennent jamais à l'utiliser à leur avantage. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de comprendre une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Nous valorisons ce qui devient moins disponible pour nous. Lorsque vous êtes constamment présent, toujours à répondre, toujours à aider, toujours à donner votre énergie, les gens commencent à tenir votre présence pour acquise. Elle devient attendue plutôt qu'appréciée. Mais quelque chose de puissant se produit lorsque vous cessez d'être si disponible. Les dynamiques changent. Les gens qui vous remarquaient à peine ressentent soudain votre absence. Ceux qui en profitaient commencent à se demander s'ils sont allés trop loin. L'énergie que vous donniez librement devient quelque chose qu'ils doivent maintenant mériter. Et c'est là que le vrai changement commence. C'est comme l'instant juste avant d'envoyer un message, ou juste avant de parler, qui détient plus de pouvoir que vous ne le pensez. C'est le moment où vous ne réagissez pas. Le souffle que vous prenez au lieu de la réponse que vous auriez lancée. Et dans ce silence, quelque chose commence à changer. Et si le silence était votre stratégie? On vous a appris que la force était dans la parole. Mais la vérité, c'est que le silence réorganise la pièce. Il déstabilise la dynamique. Lorsque vous cessez d'alimenter le cycle avec votre énergie, le cycle commence à mourir de faim. Prenez quelque chose d'aussi simple qu'un groupe de discussion. D'habitude, vous répondez tout de suite, toujours disponible, toujours en train d'expliquer. Mais un jour, vous ne le faites pas. Vous laissez un message non lu. Vous ne justifiez pas. Vous n'expliquez pas. Soudain, les gens remarquent. « Tout va bien ?» demandent-ils. Le silence devient un signal. Ils le sentent. Votre énergie s'est retirée. Votre présence a disparu. Et comme ça, le pouvoir se rééquilibre sans un seul mot. Vous n'avez pas besoin d'argumenter pour prouver votre point. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sentiments pour les valider. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est ne rien faire du tout. Il y a une transaction silencieuse dans chaque relation que vous avez eue. Et il y a des chances que vous ne saviez même pas que vous y participiez. Il ne s'agit pas seulement de connexion. Il s'agit d'accès. Un accès émotionnel. La version de vous dont les gens dépendent pour se réconforter, pour réagir, pour absorber. Le réparateur, l'apaisant, celui qui explose à point nommé, puis s'excuse pour maintenir la paix. Vous pensez que vous êtes simplement vous-même. Mais l'êtes-vous vraiment? Ou jouez-vous la version de vous qui maintient tout stable? La vérité, c'est qu'ils ne se connectent pas à vous. Ils se connectent à vos schémas, à la prévisibilité émotionnelle que vous avez instillée dans la relation. Ils savent quand vous allez tressaillir, quand vous allez céder, quand vous allez faire une blague pour éviter la vérité qui dérange. Ce n'est pas de l'intimité, c'est de la programmation. Et plus vos réactions sont prévisibles, plus vous donnez de contrôle. Parce que la disponibilité émotionnelle, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, devient un levier. Pas toujours intentionnellement, mais toujours en pratique. Le moment où quelqu'un sait exactement quel bouton presser pour obtenir une réponse, ce n'est pas de la connexion, c'est du contrôle. Maintenant, imaginez ceci. Il vous provoque comme d'habitude. Mais cette fois, vous ne répondez pas. Pas de défense, pas de frustration, juste du silence. Observez ce qui se passe. Il trébuche. Le scénario s'effondre parce que vous avez brisé la boucle. Et dans cette pause, vous avez repris votre pouvoir. La partie sur laquelle ils comptèrent vraiment, ce n'était pas votre amour, c'était votre réaction. C'était la monnaie émotionnelle qu'ils avaient appris à dépenser. Et dès que vous arrêtez de réagir, votre identité, votre valeur commence à changer. Pas à leurs yeux, mais aux vôtres. Parce qu'ils ne craignent pas votre colère. Ils craignent votre neutralité. Ils ne craignent pas votre voix. Ils craignent le silence là où leur pouvoir vivait autrefois. Et une fois que vous cessez de jouer le rôle qu'ils vous ont attribué, ils ne savent plus à qui ils ont affaire. Tant mieux. Cela signifie que vous rencontrez enfin le vrai vous. Soyons honnêtes. La plupart des gens ne respectent pas vraiment votre temps. Ils respectent votre disponibilité, votre accessibilité, votre utilité. Mais votre temps sacré, limité, que vous ne récupérerez jamais, cela, ils y pensent rarement.
Parce que la société a appris aux gens à s'attendre à votre énergie comme à un abonnement. Et vous avez été formé à renouveler automatiquement chaque jour, chaque heure, chaque oui, sans jamais vérifier s'il vous restait quelque chose à donner. Mais voici une vérité plus profonde. Votre temps est la monnaie de votre âme. Et chaque fois que vous le dépensez dans le chaos de quelqu'un d'autre, plutôt que dans votre propre alignement, vous vous appauvrissez d'une manière que personne ne peut voir. Vous annulez votre soirée, cette seule nuit où votre système nerveux suppliait de se reposer, le bain, le livre, le néant. Et à la place, vous décrochez le téléphone. Encore des drames. Vous acquiescez, vous faites de la place, vous rétrécissez. Et quand c'est fini, ils se sentent mieux. Mais vous vibrez à une fréquence plus basse. Vous avez encore échangé votre paix contre de la proximité. Votre corps est énergie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque limite que vous fixez, ou ne fixez pas, émettent une signature vibratoire. Les hautes fréquences, joie, clarté, respect de soi. Les basses fréquences, culpabilité, ressentiment, épuisement. Chaque oui forcé abaisse votre vibration, pas métaphoriquement, mais énergétiquement. Vous vous accordez littéralement au modèle de chaos de quelqu'un d'autre. Et plus vous le faites, plus votre champ s'adapte. Vous commencez à attirer des gens qui s'attendent à cette version de vous, la version trop disponible, sans limite. Et ils ne réalisent même pas qu'ils le font. Ils s'enfoncent simplement dans la fréquence que vous avez diffusée. Mais voici le piège spirituel. Vous commencez à penser qu'être vidé, c'est être aimant. Qu'abandonner votre propre personne, c'est être gentil. Que le martyr est une sorte de terrain moral élevé. Ce n'est pas le cas. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose auquel votre âme n'a pas consenti, vous brisez votre alignement. Et un alignement fracturé devient un déséquilibre chronique, émotionnellement, mentalement, même physiquement. C'est là que l'épuisement professionnel apparaît, ce sentiment creux et engourdi de vivre une vie qui ne semble même pas être la vôtre. Et pourtant, la plupart des gens ne vous demanderont pas ce que cela vous a coûté d'être là pour eux. Ils supposeront simplement que vous aviez quelque chose à donner. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une culture où les gens se sentent en droit d'accéder à votre temps, mais le respectent rarement. Alors voici un rappel. Vous ne devez à personne une explication pour protéger votre énergie. Votre paix n'a pas besoin d'une autorisation. Votre fréquence n'a pas besoin d'être abaissée pour rendre quelqu'un d'autre à l'aise dans son dysfonctionnement. Vous n'êtes pas né pour être émotionnellement à disposition. Vous êtes né pour vous connecter à la résonance de votre âme. Et voici la vérité la plus lourde. Votre temps ici est limité. Vous ne pouvez pas l'étendre en cherchant à plaire aux gens. Chaque heure passée dans le ressentiment est une heure que vous ne récupérerez jamais. Votre vie n'est pas un réservoir infini de « peut-être la prochaine fois ». Elle se déroule maintenant, cette minute. Alors la question n'est pas seulement « qui essayez-vous de garder ?» C'est aussi « quelle partie de vous-même êtes-vous en train de perdre dans le processus ?» Et si vous arrêtiez de demander « m'aimeront-ils encore si je dis non ?» et commenciez à demander « est-ce que je m'aimerais encore si je continue à dire oui ?» Parce que votre âme n'est pas là pour être épuisée. Elle est là pour s'étendre. Et vous ne vous étendez pas en rétrécissant. Vous vous étendez en honorant la fréquence de votre vérité, peu importe à quel point cela est gênant pour les autres. Alors laissez-les s'adapter ou laissez-les partir. Vous avez une vie à vivre, une vie qui ressemble enfin à la vôtre. Être trop disponible est l'une des formes les plus subtiles d'auto-effacement. Parce que lorsque les gens aiment ce que vous offrez plus que ce que vous êtes, cela crée une illusion de proximité. Une illusion qui semble chaleureuse en surface mais creuse au fond. Vous vous montrez, vous soutenez, vous adoucissez le chaos, et pendant un moment, cela ressemble à une connexion. Mais sous cette transaction, il y a quelque chose de plus silencieux, de plus troublant. Ils ne vous tiennent pas. Ils tiennent votre fonction. Et peut-être que vous êtes devenu si doué à être utile que personne n'a jamais eu à demander qui vous êtes sous toute cette aide. Peut-être qu'ils ne l'ont jamais remarqué. Peut-être que vous non plus. C'est comme ça que ça commence. Au début, cela ressemble à de l'amour. Cela sonne comme de la gratitude. Cela se déplace comme de la confiance. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'utilité. Et plus vous jouez le rôle de sauveur, plus les gens oublient que vous avez vos propres blessures. Des blessures que vous n'avez jamais exprimées, parce que votre valeur s'est lentement, silencieusement entremêlée à votre silence. Soyons honnêtes,
Vous êtes devenu indispensable parce que vous ne pensiez pas être aimable sans être nécessaire. Et c'est la vérité plus profonde que la plupart des gens évitent. Non pas parce qu'ils ne la ressentent pas, mais parce qu'une fois que vous la nommez, vous devez affronter depuis combien de temps vous avez vécu dans la performance. Jung appellerait cela une confusion d'identité, un effondrement du soi dans la persona, le masque que vous avez créé pour naviguer dans les attentes sociales. Il n'a pas été créé par manipulation, il est né d'une protection. Quand l'authenticité semblait dangereuse, quand la douceur était rejetée, quand votre vraie voix était trop disruptive pour être bienvenue, vous vous êtes adapté. Vous avez donné au monde ce qu'il récompensait, votre compétence, votre loyauté, votre disponibilité. Et ainsi le masque est resté. Mais avec le temps, ce masque a cessé d'être un accessoire. Il est devenu une prison. Vous ne répondiez plus. Vous répétiez. Vous ne vous connectiez plus. Vous mainteniez. Vous mainteniez votre pertinence, votre rôle, votre place dans la vie des gens qui ne vous voyaient clairement que lorsque vous combliez un besoin. Et maintenant, vous ne savez plus où finit votre utilité et où commence votre identité. Mais voici ce dont personne ne parle. Quand l'amour est entremêlé à l'utilité, le silence devient une menace. L'immobilité devient suspecte. Le repos ressemble à une rébellion. Parce que si vous ne prouvez pas activement votre valeur par la production, la présence et le service, qu'êtes-vous? Et c'est la question terrifiante que vous avez fui. Parce que sous tout ce faire, il y a une âme qui a peur de ce qui se passe quand vous vous arrêtez enfin. Et si les appels s'arrêtaient aussi? Et s'ils s'éloignaient? Mais voici le paradoxe. Vous continuez à donner pour éviter cette possibilité. Et ce faisant, vous la garantissez. Parce que plus vous habituez les gens à valoriser votre service plutôt que votre substance, plus votre essence devient invisible. Et c'est là que l'âme commence à se fracturer. Ramenez cela dans le domaine de l'énergie. Lorsque vous offrez votre travail émotionnel comme une forme d'identité, votre champ énergétique commence à s'amincir. Vous devenez plus accessible aux autres, mais moins accessible à vous-même. Vous donnez votre bande passante en fragments. Une réponse ici, une réparation là, une épaule, un appel, un sauvetage, jusqu'à ce que le signal de votre propre fréquence devienne faible et instable. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous êtes difficile à localiser dans votre propre vie. C'est ce qui se passe lorsque l'utilité devient votre monnaie. Vous continuez à la distribuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à dépenser pour vos propres besoins. Et quand vous levez enfin les yeux, vous êtes entouré de gens mais profondément seuls. Pas parce qu'ils vous ont déçu, mais parce que vous leur avez appris à aimer le masque. Vous étiez généreux, mais vous aviez aussi peur. Peur d'être décevant, peur d'être ordinaire. Peur que si vous arrêtiez d'être extraordinaire dans ce que vous donniez, vous deviendriez oubliable dans qui vous êtes. Mais l'utilité n'est pas de l'amour, c'est juste la version la plus socialement acceptable de l'abandon de soi. Et voici ce que Jung ajouterait. Plus vous vous suridentifiez à votre persona, plus votre ombre devient bruyante. Les parties de vous qui sont fatiguées, en colère, amères, épuisées, elles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent, elles attendent. Et finalement, elles refont surface. Pas pour vous détruire, mais pour vous demander doucement « Que resterait-il si tu arrêtais de performer ?» Vous n'êtes pas inépuisable. Et prétendre que vous l'êtes est une forme lente de mort de l'âme. Vous méritez d'être aimé dans votre immobilité, dans votre non, dans votre silence, dans votre absence. Les gens qui ne se présentent que pour la version de vous qui résout les problèmes ne sont pas vos gens. Ceux qui restent quand vous vous reposez, ce sont ceux qui vous voient. Ce sont ceux qui rendent l'amour sûr à nouveau. Alors voici l'invitation. Enlevez le masque, retirez la performance, et voyez qui reste. Et qui se soucie vraiment de vous. Pas pour punir, mais pour protéger ce qui reste. Pour retrouver les parties de vous qui n'ont jamais eu besoin d'être gagnées en premier lieu. Vous n'êtes pas ici pour être une utilité. Vous n'êtes pas ici pour être accessible à la demande. Vous n'êtes pas ici pour continuer à prouver que vous comptez. Vous êtes ici pour exister pleinement, imparfaitement, et sans excuse. Et ceux qui peuvent tenir cela, ils ne sont pas menacés quand vous arrêtez de donner. Ils sont reconnaissants quand vous commencez à être. Parce que c'est là que la vraie connexion commence. Pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes, quand la performance se termine enfin. Votre pouvoir ne vous quitte pas toujours dans des départs bruyants et dramatiques. La plupart du temps,
Il s'échappe tranquillement à travers des réactions non contrôlées, des disputes insignifiantes, des déclencheurs indignes et la lente saignée de la surstimulation émotionnelle. Vous ne le remarquez pas au début, parce que cela semble juste, justifié, immédiat. Vous argumentez pendant des heures en ligne pour défendre un point dont vous avez oublié de vous soucier. Vous envoyez 5 paragraphes à quelqu'un qui n'a jamais écouté. Vous vous réveillez en répétant une confrontation qui n'a pas eu lieu. Et à midi, votre poitrine est serrée et votre cerveau ressemble à du bruit statique. Puis vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je me sens si lourd? Pourquoi suis-je si vidé ?» La réponse est simple. Chaque surréaction est une panne de courant dans votre système interne. Jung a compris cela bien avant que les réseaux sociaux ne transforment chaque pensée en performance. Il voyait la psyché non pas comme un classeur de pensées, mais comme un courant vivant. Un système énergétique gérant constamment où l'attention circule, où l'émotion se concentre, où le pouvoir fuit ou est retenu. Et quand vous réagissez par impulsion, sans pause, sans réflexion, vous détournez cette énergie de votre fonction supérieure. Vous nourrissez le bruit au lieu du signal. Vous donnez du pouvoir à votre ombre plutôt qu'à votre centre. La réactivité ressemble à du mouvement, mais c'est souvent juste du mal du mouvement. Et voici une vérité que la plupart des gens ne veulent pas affronter. Vous pouvez avoir raison et quand même perdre. Vous pouvez gagner l'argument, avoir le dernier mot, détruire la logique de quelqu'un, et quand même vous sentir vidé, confus et déconnecté après. Pourquoi? Parce que l'énergie que vous avez donnée n'était pas un investissement. C'était une dépense émotionnelle sans retour. Vous ne gagnez pas de pouvoir en réagissant. Vous gagnez du pouvoir en choisissant ce qui mérite une réponse. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Vos émotions sont une monnaie. Le mot « émotion » le dit lui-même, énergie en mouvement. Et chaque réaction est un achat. Soit vous achetez un alignement plus profond avec vous-même, soit vous payez pour une validation temporaire avec une fatigue à long terme. La discipline émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la conservation. C'est le refus de laisser votre système nerveux être détourné par des gens qui n'ont pas mérité votre intimité ou vos efforts. C'est s'éloigner des conversations qui n'existent que pour nourrir le besoin de conflit de quelqu'un. C'est rester silencieux face à la provocation, non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous savez qu'ils ne l'entendront pas de toute façon. C'est reconnaître que toutes les invitations au combat ne valent pas la peine d'être acceptées. Certaines sont des pièges déguisés en dialogue. Certaines sont des vides qui consomment toute la lumière que vous y jetez. Et c'est là que cela devient clair. Éviter la réaction ne signifie pas supprimer la vérité. Cela signifie affiner votre expression, apprendre à tout ressentir, mais transmettre de manière sélective. Honorer votre monde émotionnel sans le transformer en monnaie publique. Parce que toutes les parties de vous ne sont pas destinées à être partagées. Tous les sentiments ne sont pas destinés à être externalisés. Certaines choses sont destinées à être témoignées par vous, dans le silence, sans applaudissements ni opposition. C'est l'essence de la souveraineté psychique. Ne plus avoir besoin que le monde extérieur valide ce que votre monde intérieur sait déjà. Mais ce n'est pas comme ça que le monde est organisé. Nous vivons dans une économie de l'attention, et l'attention est accro à la réaction. Plus vous réagissez, plus vous vous engagez. Plus vous vous engagez, plus votre énergie est récoltée par les algorithmes, les idéologies, les gens non guéris à la recherche de cibles émotionnelles. Alors vous devez interrompre le cycle, devenir sélectif, stratégique, silencieux. Reprenez votre concentration, auditez votre réactivité, retenez votre feu des endroits qui ne veulent que le brûler. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas ici pour être perpétuellement déclenché. Vous êtes ici pour transformer, pour transmuter, pour protéger votre énergie comme si votre évolution en dépendait. Parce que c'est le cas. Il y a peu de moments plus déterminants que la fraction de seconde après avoir été déclenché. Quand les mots frappent, que le ton devient tranchant, un regard, un geste, un silence. Et soudain, tout votre corps se prépare à l'impact, et vous le sentez. L'afflux de sang, la tension dans votre gorge, la vague de chaleur derrière votre visage. Votre mâchoire se serre avant que vous ne puissiez l'arrêter, et puis vient l'histoire. Ils ne me respectent pas. Ils essaient de m'humilier. Je dois dire quelque chose. Je dois me défendre. Cette ruée interne n'est pas une faiblesse. C'est de l'histoire. C'est de la mémoire stockée dans le corps.
C'est une version plus jeune de vous qui émerge en millisecondes, croyant profondément que si vous n'agissez pas maintenant, vous serez diminué, effacé, rendu petit. Et donc nous réagissons rapidement, fortement, brutalement, émotionnellement. Mais si vous êtes prêt à faire une pause, à résister à la gravité du réflexe, vous commencez à réaliser quelque chose de bien plus important. Le déclencheur n'est pas la menace. Le déclencheur est le professeur. Ce n'est pas une preuve de votre instabilité. C'est une fusée qui pointe vers ce qui a encore du pouvoir sur vous. Pas la personne devant vous, pas la situation en cours, mais la blessure non traitée qu'ils viennent d'effleurer. C'est l'inconfort que la plupart des gens fuient, la reconnaissance insupportable que l'ennemi n'est pas là-bas. C'est la vulnérabilité non examinée à l'intérieur. Carl Jung a souvent parlé de cette fragmentation intérieure. Il croyait que le chemin vers la pleine réalisation de soi nécessitait une confrontation radicale avec l'ombre. Votre ombre est la partie cachée de la psyché, enterrée sous la persona. Les déclencheurs sont la voix de l'ombre, non pas pour vous faire honte, mais pour signaler qu'il y a quelque chose ici que vous avez abandonné, et qu'il est temps de le ramener à la maison. Mais cela ne peut arriver que si vous restez, pas dans l'argument, en vous-même. C'est la discipline. Restez conscient pendant que votre système nerveux crie de s'arrêter, de riposter ou de s'échapper. Tout ressentir sans devenir le sentiment. Remarquez la montée sans la confondre avec la vérité. Reconnaître que vous êtes en présence de votre propre limite et choisir de ne pas s'effondrer par-dessus. Parce que la maîtrise n'est pas l'absence de réaction. C'est la capacité de rencontrer votre réaction avec assez de conscience pour décider combien est la vôtre et combien est ancestrale, conditionnée, héritée, automatisée. Quand quelqu'un vous insulte et que vous sentez votre corps se préparer à la guerre, mais qu'au lieu de combattre, vous respirez, vous observez, vous retenez la charge sans la répandre partout. Vous êtes sorti du sortilège. Vous n'êtes plus déplacé par le moment. Vous vous déplacez avec lui depuis un lieu de centrage, pas de compulsion. C'est la différence entre la réactivité et la souveraineté. La réactivité est un réflexe. La souveraineté est une réponse. L'une est basée sur la survie, l'autre est maîtrisée. Et oui, c'est difficile. Cela vous oblige à ressentir la chose même que vous avez passé toute votre vie à éviter. L'impuissance, l'abandon, l'invalidation, la trahison. Quelle que soit la blessure racine, le déclencheur la trouvera. Et si vous le laissez faire, le déclencheur vous gouvernera. Mais si vous apprenez à vous asseoir avec lui, à vous asseoir avec la honte, la colère, le rejet assez longtemps pour le voir, vous lui enlevez son pouvoir. Vous n'êtes plus un serviteur du schéma, vous êtes le témoin, le contenant, la présence qui retient la charge sans devenir l'explosion. Et dans ce moment, vous réclamez quelque chose qu'aucune validation externe ne pourrait jamais vous donner. Le choix de parler avec intention ou de ne rien dire du tout. Le choix de tenir votre centre ou de le laisser être détourné. Le choix d'agir en alignement plutôt qu'en réaction. Parce que soyons clairs, se sentir déclenché est inévitable. Mais laisser ce déclencheur définir votre réalité est optionnel. Il ne s'agit pas de ne jamais être affecté. Il s'agit d'être assez conscient pour savoir quand vos vieilles blessures dirigent le navire, et assez conscient pour reprendre le volant. C'est le vrai travail. Ne pas éviter les conflits, ne pas prétendre que vous êtes guéri, mais pratiquer la présence dans les moments exacts où elle est la plus difficile à tenir. Vous n'avez pas besoin de combattre chaque bataille qui vous rappelle votre passé. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre valeur à des gens déterminés à la mal comprendre. Vous n'avez pas besoin de correspondre à l'énergie de la provocation. Parfois, la chose la plus radicale que vous puissiez faire est rien. Pas de défense, pas de performance, juste du silence. Un silence qui dit « Je sais qui je suis ». Et ceci ne décide pas de cela, parce que le vrai pouvoir n'est pas bruyant. Le vrai pouvoir est stable, mesuré, dérangé par le bruit qui vous déstabilisait autrefois. Et c'est le moment où vous réalisez « Le déclencheur n'est plus aux commandes. Vous l'êtes. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de l'évolution. » Et si vous voulez mesurer à quel point vous êtes vraiment libre, ne regardez pas comment vous vous sentez quand la vie est douce. Regardez qui vous devenez quand vous êtes provoqué. Parce que le chemin vers la souveraineté n'est pas pavé de perfection. Il est construit dans le feu, avec le souffle que vous prenez quand vous préféreriez crier, le silence que vous choisissez quand vous pourriez dominer, et l'immobilité intérieure que vous construisez
quand tout en vous veut se briser. C'est comme ça que vous vous rencontrez. C'est comme ça que vous reprenez votre pouvoir. Et vous avez probablement remarqué parfois que quand les gens vous regardent, ils ne vous voient pas du tout. Ils voient une version de vous façonnée, non pas par la présence ou la curiosité, mais par la projection. Leurs histoires non résolues, leurs besoins non satisfaits, leurs peurs cachées déguisées en attente. Et si vous avez passé votre vie à être agréable, adaptable ou émotionnellement fluide, vous êtes probablement devenu l'écran parfait. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que la survie vous a appris à vous pencher vers ce que les gens voulaient avant même que vous ne sachiez ce dont vous aviez besoin. Vous avez appris tôt à sentir la pièce, à anticiper, à absorber, à ajuster, à lire entre les mots, à rester en avance sur la déception, à gagner de la proximité en étant tout ce dont ils avaient besoin. Et ce n'est pas de l'amour, c'est une performance de valeur. Parce que quand les gens interagissent avec leur projection de vous, ils ne se connectent pas à votre être. Ils se rapportent à votre utilité, à l'image de vous qui confirme leur vision du monde, à la version de vous qui ne perturbe pas leurs fantasmes, à l'archétype dans lequel ils vous ont jeté pour apaiser quelque chose en eux. Vous devenez l'aidant, le fort, le calme, le fiable, celui qui n'a pas besoin de grand-chose. Et tant que vous jouez le rôle, la relation semble fonctionner. Mais le moment où vous changez, quand vous vous taisez au lieu de réconforter, quand vous dites non au lieu de vous accommoder, soudain, l'énergie change. Vous n'êtes plus facile, vous n'êtes plus pratique, vous avez brisé la projection. Et dans les systèmes où votre conformité a été confondue avec le caractère, votre vérité sera perçue comme une trahison. Pas parce que c'est faux, mais parce que cela menace l'équilibre du contrôle, parce que cela expose le fait que la relation n'était pas vraiment mutuelle. Elle était conditionnelle, contingente à votre capacité à rester dans le cadre. Jung nous a appris que la projection est un processus inconscient. Les gens projettent les parties d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas tenir, leurs blessures, leurs idéalisations, leur honte, sur les autres. Ils le font automatiquement. Et si vous n'en êtes pas conscient, vous confondrez être idéalisé avec être aimé. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que l'amour est basé sur la connaissance. La projection est basée sur le besoin. L'un libère. L'autre exige votre obéissance. Le danger de la projection n'est pas seulement la méconnaissance. C'est l'érosion psychique qui se produit quand votre identité est réduite à une seule dimension. Vous devenez un symbole, un rôle, une fonction dans l'économie émotionnelle de quelqu'un d'autre. Et c'est là que cela devient de la manipulation. Vous êtes félicité quand vous restez dans le rôle, validé quand vous vous sacrifiez, récompensé pour le silence, admiré pour la conformité. Mais dès que vous reprenez votre temps, votre énergie ou votre agence, les mêmes personnes qui vous adoraient deviennent froides, passives, agressives, critiques ou même hostiles. Ils retirent leur affection pour vous ramener à votre place. Ils vous qualifient d'égoïste, de changé ou d'ingrat. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils ont perdu le contrôle du personnage qu'ils vous avaient fait jouer. Et beaucoup de gens, sentant ce changement, plient. Ils rétrécissent dans le script. Parce que la perte d'appartenance, même fausse, peut sembler plus terrifiante que la perte de soi. Mais il arrive un moment, souvent après un épuisement émotionnel répété, où vous réalisez que maintenir la performance est bien plus coûteux que de quitter la scène. Et c'est le moment où le masque tombe, le moment où vous sortez de la projection et vous permettez de devenir méconnaissable pour ceux qui n'aimaient que l'idée de vous. Et oui, ils peuvent partir. Mais autre chose se produit aussi. La projection s'effondre, et avec elle, la dynamique manipulatrice meurt. Parce que la manipulation a besoin de prévisibilité. Elle a besoin de votre consentement, qu'il soit silencieux ou conditionné. Elle dépend de votre volonté à jouer votre rôle, même quand cela vous coûte votre paix. Mais le moment où vous arrêtez de performer, vous devenez imprévisible. Pas de manière volatile, de manière souveraine. Vous n'êtes plus lisible à travers le prisme de leur passé, plus façonnable par la culpabilité, plus malléable sous la pression. Et cette nouvelle version de vous, celle qui ne dit pas automatiquement « oui », celle qui n'échange pas les limites contre l'appartenance. Cette version désoriente les gens qui ne vous ont jamais vu clairement en premier lieu. Mais cette désorientation est sacrée. Elle signifie que vous ne jouez plus un rôle. Vous devenez une personne. Un être multidimensionnel, émotionnellement honnête, qui ne se contorsionne plus pour rester digeste.
Ce n'est pas une rébellion, c'est une réclamation. Vous n'êtes pas ici pour être interprété. Vous êtes ici pour être témoigné. Et ceux qui ne peuvent pas, qui refusent de le faire, ils ne se connectaient jamais à vous, seulement à leur projection. Alors laissez les rôles tomber. Laissez les applaudissements s'estomper. Laissez la version de vous qui n'existait que pour le confort des autres se dissoudre. Et à sa place, laissez émerger quelque chose de plus silencieux, de plus vrai, et bien plus puissant. Le vous qui ne participe plus à votre propre effacement. Le vous qui ne craint plus d'être incompris. Le vous qui préfère être réel que vénéré. Le vous qui est libre. Le silence, lorsqu'il est choisi avec conscience, n'est pas une retraite, c'est une réclamation. Jung a dit un jour que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Mais il savait aussi que tous les conflits ne valent pas la peine d'être engagés. Surtout quand le conflit est conçu pour provoquer votre réactivité, pas votre croissance. Quand quelqu'un essaie de vous appâter par la critique, la distorsion ou la performance, il ne vous parle souvent pas du tout. Il parle à l'image qu'il a projetée sur vous. Et si vous réagissez sans conscience, vous confirmez le rôle qu'il vous a inconsciemment attribué. C'est le piège. Le silence brise ce sort. Il fait s'effondrer la boucle. Il confronte la dynamique manipulatrice non pas avec des représailles, mais avec une absence. Un vide énergétique là où la réaction vivait autrefois. Et cette absence force la projection à s'effondrer sous son propre poids. C'est pourquoi le silence est si menaçant pour ceux qui cherchent à contrôler. Sans votre participation, leur récit n'a pas de co-auteur. Leur stratégie n'a pas de cible. Leur projection n'a pas d'encre. Rester silencieux pendant qu'on appuie sur vos boutons n'est pas un contournement spirituel. C'est une maîtrise psychologique. C'est l'individuation en mouvement. Le terme de Jung pour le processus de devenir entier. Cela exige que vous sortiez des rôles imposés par les autres et que vous résistiez à l'envie de vous effondrer dans la réaction simplement parce que l'histoire l'exige. Et oui, le silence peut être mal compris. On peut vous qualifier de froid, de distant, d'évitant. Laissez-les étiqueter mal votre clarté. Cela aussi fait partie de leur schéma. Vous n'êtes pas ici pour être remodelé par leur inconfort. Il y a une force particulière qui vient non pas de parler, mais de rester immobile assez longtemps pour voir clairement. Le silence lucide n'est pas le silence du retrait ou de la défaite. C'est le silence de l'éveillé. Le silence d'un esprit qui ne court plus pour se défendre, corriger ou performer. Le silence de quelqu'un qui comprend que tous les moments ne nécessitent pas d'articulation. Certains appellent à l'observation. Dans l'espace entre le déclencheur et la réponse, il y a une clarté rare, mais seulement si vous êtes prêt à faire une pause assez longtemps pour la réclamer. Parce que quand vous parlez trop vite, vous manquez l'architecture subtile du moment. Vous manquez l'étincelle dans leurs yeux, le mot qu'ils ont presque dit mais n'ont pas dit, la contradiction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et plus important encore, vous manquez ce que vous avez tendance à négliger, vos propres réactions habituelles. Quand vous restez silencieux, vous commencez à voir l'image complète, le jeu derrière le geste, le schéma sous l'excuse, l'écho de la manipulation déguisée en inquiétude. C'est ce que Jung appellerait le début de l'individuation, la capacité à séparer votre conscience des projections des autres, à commencer à différencier votre essence de votre conditionnement, à arrêter d'être la persona que les autres ont construite pour vous et commencer à devenir le soi que vous êtes né pour découvrir. Parce que quand vous parlez constamment, surtout dans des moments de charge émotionnelle, vous ne parlez souvent pas en présence. Vous parlez à partir d'une programmation, d'un réflexe d'enfance, d'une logique de traumatisme, de l'archétype que quelqu'un d'autre vous a appris à performer. Mais le silence interrompt cette boucle. Il vous transforme de participant en témoin. Et être témoin, dans sa forme la plus pure, est le début de la libération. Observer, c'est récupérer l'énergie que vous avez dépensée à essayer de contrôler des récits qui n'ont jamais été les vôtres à gérer. C'est sortir de la transaction émotionnelle et commencer à la décoder. Demander avec clarté et calme, non pas comment je réponds, mais qu'est-ce qui se passe réellement ici, parce qu'il y a toujours une dynamique plus profonde, une vérité plus profonde, et la plupart est cachée à la vue de tous, si vous êtes assez silencieux pour la voir. Le moment où vous arrêtez de réagir, vous commencez à remarquer à quel point l'histoire de quelqu'un change pour rejeter la faute sur vous. Comment un commentaire anodin est en fait un test émotionnel. Comment une question innocente masque un schéma de contrôle. Le silence devient votre point de vue,
une plateforme surélevée au-dessus du brouillard de la performance et de la douleur. Il ne s'agit pas de supériorité, il s'agit de souveraineté. Vous n'avez plus besoin d'interrompre le mensonge, vous le laissez se révéler. Parce que dans votre immobilité, les gens exposent leur stratégie, ils se trahissent eux-mêmes, ils étirent leurs phrases trop loin, ils cherchent une justification trop vite. Et vous, n'étant plus pris dans l'échange, êtes enfin capable de voir. Et cette vue n'est pas seulement externe, elle se tourne aussi vers l'intérieur. Dans le silence, vous remarquez vos propres tics nerveux, votre envie d'être aimé, votre peur d'être incompris, votre tendance à trop expliquer. Vous remarquez à quel point votre voix a été utilisée pour défendre des limites que vous pourriez simplement faire respecter avec votre présence. Parce que voici le paradoxe du silence lucide. Moins vous en dites, plus vous êtes clairement vu. D'abord par vous-même, puis par les autres. Choisir l'observation plutôt que la réaction, c'est reprendre votre tempo. Vous sortir de la captivité émotionnelle et revenir au siège de votre propre centre. Et depuis ce centre, vous réalisez quelque chose de rare. Vous n'avez pas besoin de gagner la conversation. Vous devez juste arrêter d'y performer. Vous n'avez pas besoin de corriger le récit. Vous devez juste retirer l'énergie qui le maintenait en place. Le silence lucide est l'acte de ne plus nourrir le mensonge. De dire plus avec l'immobilité que 1000 répliques ne pourraient jamais le faire. Parce que quand vous parlez par réflexe, votre vérité est diluée par l'urgence. Mais quand vous voyez avant de parler, vos mots, ou votre choix de les retenir, portent précision, poids et direction. Et c'est le début de l'économie psychique, de la discipline émotionnelle, d'un pouvoir subtil mais irréversible. Pas le pouvoir de contrôler quelqu'un d'autre, le pouvoir de ne plus jamais être tiré hors de vous-même par quelqu'un qui ne mérite pas votre attention en premier lieu. La clarté est ce que le silence vous donne. Et la clarté, quand elle est pleinement incarnée, est indiscernable de la force. Mais dire votre vérité n'est pas toujours valorisant. Parfois, c'est épuisant. Surtout quand vos mots tombent sur des oreilles qui n'écoutent pas vraiment. Nous pensons souvent que partager est toujours la bonne chose à faire. Que si nous nous expliquons assez clairement, nous serons compris. Que si nous parlons du cœur, les autres répondront avec soin. Mais la vérité, c'est que tout le monde n'est pas prêt ou disposé à recevoir ce que vous révélez. Et donner votre vérité aux mauvaises personnes peut vous laisser encore plus incompris, plus frustré et plus seul qu'avant. Chaque fois que vous parlez de vos besoins, de vos limites, de votre parcours, vous offrez plus que des informations. Vous offrez une partie de vous-même, et cela a un coût. Énergie émotionnelle, clarté mentale, vulnérabilité. Alors la question est, investissez-vous votre voix là où cela compte, ou la dépensez-vous là où elle est gaspillée? Carl Jung a parlé du danger de partager des parties de vous avec des gens qui ne vous voient qu'à travers leurs propres projections, c'est-à-dire qu'ils ne vous écoutent pas vraiment. Ils écoutent à travers le filtre de leurs propres histoires, suppositions et attentes. Et quand l'esprit de quelqu'un est déjà fait sur qui vous êtes, même vos mots les plus clairs ne peuvent l'atteindre. C'est pourquoi vous expliquer à des gens qui déforment constamment votre sens n'est pas de la communication. C'est du contrôle des dommages. Vous ne devez à personne une analyse détaillée de vos décisions. Vous n'avez pas à justifier vos limites. Vous n'avez pas à défendre votre paix auprès de quelqu'un qui profite de votre confusion. Vous avez le droit d'être sélectif avec votre vérité. Il s'agit de protéger votre énergie, de savoir quand parler et quand simplement garder votre clarté dans le silence. Toutes les conversations ne sont pas sûres. Tous les auditeurs ne sont pas capables. Tous les moments ne sont pas destinés à la divulgation. C'est la maturité émotionnelle. Savoir quand votre vérité est demandée par amour et quand elle est extraite par contrôle. Vous commencez à remarquer à quel point vous vous expliquez trop pour garder la paix. À quelle vitesse vous adoucissez vos limites juste pour être entendu. À quel point vous vous sentez vidé après avoir partagé avec des gens qui ne vous voient jamais vraiment. Alors, voici le changement. Parlez moins là où vous n'êtes pas respecté. Parlez profondément là où vous l'êtes. Laissez votre silence devenir un filtre. Laissez votre présence porter ce qui n'a pas besoin d'être dit. Et faites confiance. Ceux qui peuvent vraiment vous recevoir n'auront pas besoin d'une performance pour comprendre votre vérité. Parce que quand vous arrêtez de donner votre voix à ceux qui ne l'ont jamais mérité, vous ne devenez pas plus dur. Vous devenez plus sage. Et vous commencez à parler comme quelqu'un qui sait que ses mots comptent. Connaître vos limites n'est pas la même chose que les tenir.
Comprendre vos schémas n'est pas la même chose que les changer. La conscience est essentielle. Mais sans action, elle devient un autre moyen de retarder la croissance. Vous pouvez vous étudier sans fin et toujours éviter de faire des choix différents. C'est facile de rester dans votre tête, d'analyser au lieu d'agir. Vous vous dites que vous travaillez dessus, mais au fond, vous savez que rien ne change tant que votre comportement ne change pas. Carl Jung a écrit que la vraie transformation ne commence que lorsque la conscience rencontre la responsabilité. Quand l'insight cesse d'être théorique et commence à façonner votre vie. Il ne suffit pas de savoir que le fait de vouloir plaire est enraciné dans la peur. Vous devez ressentir la peur et quand même dire non. Il ne suffit pas de dire que votre paix compte. Vous devez laisser le téléphone sonner. Vous devez arrêter d'expliquer vos décisions à des gens qui n'écoutent jamais. La discipline est le pont entre qui vous étiez et qui vous devenez. Et au début, cela semblera inconfortable, peut-être même faux. Parce que votre système nerveux est encore câblé pour l'ancien schéma. Mais chaque fois que vous faites une pause, que vous choisissez la présence plutôt que la performance, le silence plutôt que l'excuse, vous recablez plus que votre comportement. Vous reprenez votre respect de soi. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de pratique. Votre vérité n'a pas besoin de plus de discussion, elle a besoin de plus d'incarnation. Alors demandez-vous honnêtement, jouez-vous ce qui est sûr ou vivez-vous ce qui est réel? Parce que la réflexion sans action est de l'évitement, et la clarté sans changement est juste une autre cage. Commencez petit, tenez la limite, laissez le silence parler, laissez le téléphone sonner. C'est là que la guérison cesse d'être un concept et devient un choix. Être seul peut faire peur, surtout si vous avez toujours lié votre valeur à vos relations, à vos rôles ou à la place que vous prenez dans la vie des autres. On nous apprend que la solitude signifie que quelque chose ne va pas, que si nous ne sommes pas entourés, inclus ou constamment connectés, nous avons échoué d'une manière ou d'une autre. Mais et si ce n'était pas vrai? Et si la solitude n'était pas une punition du tout, mais le début de quelque chose d'important? Il arrive un moment dans la vie où vous commencez à vous sentir usé par votre propre performance. Vous vous surprenez à dire oui quand vous voulez dire non. Vous vous montrez à des choses qui ne vous nourrissent pas. Vous souriez, acquiescez et suivez même quand cela vous coûte la paix. Et peut-être l'avez-vous fait si longtemps que vous avez oublié ce que cela fait d'être vous quand personne ne regarde. C'est là qu'intervient l'isolement sacré. Pas l'isolement comme couper les gens ou construire des murs, mais une sorte d'espace intentionnel où vous vous retirez de tout le bruit pour pouvoir vous entendre à nouveau. Au début, le silence peut sembler lourd, inhabituel, même solitaire. Mais restez-y, parce que sous l'inconfort, il y a quelque chose de rare, votre vrai soi. Carl Jung, le psychologue, a parlé de la façon dont nous portons tous des masques, ce qu'il a appelé la persona. C'est comme ça que nous traversons la vie, que nous nous intégrons, que nous fonctionnons. Mais avec le temps, si vous portez le masque trop longtemps, vous oubliez ce qu'il y a en dessous. Pour vous retrouver à nouveau, vous devez vous éloigner de la foule, pas pour toujours, mais assez longtemps pour remarquer quelles parties de vous ont été façonnées par l'approbation, la peur ou l'habitude. L'isolement sacré est cette pause. C'est quand vous arrêtez de performer, quand vous arrêtez d'être qui les autres ont besoin que vous soyez, et vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes quand personne n'a besoin de rien de vous. Vous commencez à apprécier votre propre compagnie. Vous choisissez le repos plutôt que l'obligation. Vous dites non sans culpabilité. Vous vous asseyez en silence et réalisez, vous n'êtes pas seul, vous êtes en paix. Et depuis cet espace, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à reconstruire votre vie autour de votre vérité, pas des attentes des autres. Vous arrêtez d'avoir besoin d'une validation constante. Vous arrêtez de courir après une proximité qui vous laisse vide. Vous commencez à choisir ce qui semble honnête. Même si c'est silencieux, même si c'est petit, parce que l'isolement sacré ne vous déconnecte pas. Il vous rend entier. Parfois, s'éloigner n'est pas un rejet. C'est se souvenir, c'est se réapproprier, c'est rentrer chez soi. Et une fois que vous l'avez fait, vous ne vous cherchez plus dans les autres. Vous vous emportez avec vous partout. Lâcher prise peut ressembler à du chagrin, mais parfois, ce n'est pas une perte, c'est une libération. Pas un adieu à quelque chose de beau, mais une évasion silencieuse de quelque chose qui vous brisait lentement, subtilement.
Quand nous nous éloignons de quelqu'un, notre premier instinct est souvent la culpabilité. Nous nous demandons si nous sommes injustes, trop sensibles, trop froids. Mais regardez de plus près. Demandez-vous honnêtement, est-ce que je pleure la personne? Ou est-ce que je me désintoxique enfin du chaos qu'elle a apporté dans ma vie? Toutes les connexions ne sont pas nourrissantes. Certaines sont drainantes, désorientantes, même addictives. Vous vous sentez responsable de leurs émotions. Vous gérez leurs humeurs comme un funambule. Vous quittez les conversations plus confus que clairs. Il est facile de confondre cette intensité avec de la profondeur. Mais le chaos émotionnel n'est pas de la proximité, c'est de l'instabilité déguisée en intimité. Et s'en éloigner ne vous rend pas froid. Cela vous rend clair. Vous ne remarquerez peut-être pas le poids avant qu'il ne disparaisse. Mais un jour, après avoir mis de la distance entre vous et la personne qui vous attirait toujours dans sa tempête, vous le sentirez. La paix. Pas le genre dramatique, le genre silencieux. Vous arrêtez de trop réfléchir. Vous arrêtez de répéter des conversations. Vous arrêtez d'essayer de réparer ce qui n'a jamais été à vous de porter. Et c'est là que la vérité atterrit. Ce que vous craigniez de perdre était en fait ce qui vous retenait. Carl Jung a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Le chaos émotionnel, s'il n'est pas maîtrisé, devient un schéma que nous appelons normal. Mais une fois que vous vous éloignez, une fois que vous vous donnez de l'espace, vous voyez ce que c'était vraiment. Un cycle, pas une connexion. Le détachement émotionnel ne signifie pas que vous cessez de vous soucier. Cela signifie que vous cessez de vous accrocher à ce qui fait mal. Il ne s'agit pas de construire des murs. Il s'agit de construire des limites, le genre qui protège votre énergie, votre clarté, votre croissance. Et oui, au début, cela peut sembler que quelque chose de précieux se termine. Mais ce qui se termine vraiment, c'est la version de vous qui croyait devoir rester dans la douleur pour rester connecté. Ce qui vient ensuite, c'est la force. Quand vous arrêtez d'avoir besoin de gens qui perturbent votre système nerveux, vous recommencez à vous faire confiance. Votre monde intérieur devient plus silencieux, votre esprit plus stable, votre cœur plus léger. Parfois, ce qui ressemble à une perte est juste de la clarté qui prend la place où le chaos vivait autrefois. Laissez faire. Quelque chose change quand vous arrêtez de donner votre énergie à ce qui vous épuise. Un pouvoir silencieux revient. Pas bruyant, pas dramatique, mais indéniable. Il se manifeste dans votre façon de marcher, de parler, de vous faire de la place sans demander la permission. C'est la renaissance du soi. Pas le soi que vous avez construit pour survivre, pas celui que vous avez joué pour être accepté, mais celui qui attendait sous tout ça. Intact, honnête, dérangé par le bruit. Vous ne trouvez pas ce soi en ajoutant plus, vous le trouvez en soustrayant, en retirant votre énergie de ce qui draine, en retirant votre attention des faux rôles, en laissant mourir les choses mortes. La renaissance commence quand vous arrêtez de vous contenter de moins, pas seulement dans les relations ou la carrière, mais dans la façon dont vous vous parlez, dans la façon dont vous tolérez le manque de respect, dans la façon dont vous excusez les choses qui font mal parce que vous vous êtes habitué à la piqûre. Vous commencez à voir à quel point votre vie a été façonnée par la peur déguisée. Peur d'être trop, de ne pas être assez, d'être incompris, d'être laissé derrière. Et une fois que vous arrêtez de nourrir cette peur, quelque chose d'autre commence à pousser. Un soi qui ne court pas après, qui ne performe pas, qui n'explique pas. Carl Jung a appelé cela le processus d'individuation, le déploiement de votre forme la plus vraie, pas basée sur qui le monde vous a dit d'être, mais sur qui vous êtes quand le bruit disparaît. Ce soi renaissant n'a pas besoin de validation pour agir. Il ne rétrécit pas dans les pièces qui ne peuvent pas contenir sa vérité. Il sait que la solitude n'est pas une punition, c'est une préparation, et que les limites ne sont pas des barrières. Ce sont des canaux de naissance pour une nouvelle identité. Et oui, il y aura du chagrin pour qui vous avez dû être, pour les rôles que vous avez joués, pour les années que vous avez passées à vous rendre plus petit pour garder la paix. Mais une fois la libération terminée, ce qui s'élève est quelque chose de sacré. Une version de vous enraciner dans l'intégralité, pas dans l'approbation. Vous commencez à créer au lieu de faire face. Vous commencez à attirer au lieu de mendier. Vous commencez à devenir au lieu d'expliquer. Et les gens qui résonnent avec cette fréquence, ils vous trouvent. Parce que vous avez arrêté de cacher le signal. La vérité, c'est que la renaissance ne ressemble pas toujours à une percée.
Parfois, cela ressemble à de l'immobilité, à une mue, à enfin dire « je ne veux plus ça » et à faire confiance que quelque chose de mieux remplira l'espace. Et ce sera le cas. Parce que quand vous arrêtez de donner votre énergie au mauvais endroit, vous ne reprenez pas seulement votre pouvoir, vous le redirigez dans la guérison, dans la clarté, dans une vie qui vous correspond vraiment. C'est le soi que vous étiez toujours destiné à rencontrer. Pas une meilleure version, juste la vraie. Et maintenant que vous avez arrêté de vous contenter de moins, vous êtes enfin prêt à vivre comme eux. Si cela a parlé à quelque chose de profond en vous, si vous en avez assez de rétrécir, d'expliquer, de vous contenter de moins, alors que ce soit le début de votre retour. Si tu es en train de reprendre ton énergie en main et de poser des limites, tu trouveras un réel intérêt à lire mon livre Au-delà de l'ombre, un guide jungien pour affronter tes batailles intérieures. Il expose les idées les plus essentielles de Jung et te fournit les outils pour protéger ton énergie, définir tes limites et renouer avec ton vrai moi. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Ancré, honnête, conçu pour vous ramener à vous-même. Et si vous êtes dans ce voyage avec moi, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Laissez les mots « nouveau moi » dans les commentaires si vous en avez assez de vous contenter de moins. Si vous êtes prêt à bouger, parler et choisir à partir de votre intégralité, pas de votre histoire. Et quand vous êtes prêt à aller plus loin, regardez la playlist complète. Parlez de votre expérience avec des personnes exigeantes et de la façon dont votre vie a changé quand vous avez choisi vous-même, pour que d'autres puissent apprendre. Et comme toujours, protégez votre énergie, honorez votre vérité, et surtout, avancez comme si vous étiez déjà libre. À la prochaine.